Je vous propose d'aller retrouver le docteur Majid Hassine depuis son bureau de l'hôpital Saint-Camille à Brie-sur-Marne. On va le faire réagir sur un certain nombre de questions d'actualité. Vous le connaissez en tant que médecin, en tant que militant associatif. Bon, on ne reviendra pas sur le déconfinement et les mesures qu'on a abordées maintes et maintes fois, d'autant plus que je voudrais profiter de votre disponibilité pour revenir sur la tribune qui est parue il y a 2 jours de ça, vous écrivez: le cataclysme du Covid-19 doit servir de catalyseur pour redéfinir notre politique du grand âge. Pourquoi ce coup de gueule maintenant, et est-ce que vous pensez être entendu? Alors, le coup de gueule, comme vous dites, il est imposé par le fait que l'épidémie du Covid-19 a posé de légitimes interrogations sur la manière dont on abordait la prise en charge du sujet âgé en France, que ce soit d'un point de vue médical et du point de vue de leur place dans la société. On a vu que malheureusement 50% des victimes du Covid étaient constituées par des sujets âgés. On a vu que la prise en charge des sujets âgés a été problématique à de multiples titres. On a voulu... Toujours d'ailleurs. On le savait déjà, mais je parle du côté cataclysme du Covid-19. On a vu qu'il y a eu des difficultés pour faire hospitaliser les patients. On a vu qu'on a été contraint à faire des choix cornéliens sur le passage en réa à partir d'un certain âge, compte tenu de l'absence d'un nombre de places suffisant dans le système de santé français. On a vu qu'on a imposé dans les maisons de retraite la non-visite des proches aux personnes âgées. Il faut se rendre compte de la nature du traumatisme que cela représente pour eux, pour des patients qui présentent des troubles cognitifs et qui ne comprennent pas ce qu'est une épidémie de coronavirus, ne comprennent pas ce que sont des mesures barrières et qui ont vécu un sentiment d'abandon. Et on peut se poser la question légitime de savoir si, pour éviter une contamination décision tout à fait justifiée, par un virus redoutable, on n'a pas créé des syndromes de glissement avec des patients qui se sont laissés aller puisqu'ils étaient convaincus qu'on les avait abandonnés. Quand elles ont de la chance, elles bénéficient de soins spécifiques. C'est les soins que l'on donne dans les unités de gériatrie, dans les services de gériatrie, qui ont une formation adéquate avec des personnels qui ont l'habitude de les prendre en charge et qui comprennent les spécificités de la personne âgée. Quand elles n'ont pas cette chance, elles sont souvent persona non grata. Il faut quand même comprendre que, indépendamment de tous les soignants qui les prennent en charge, les personnes âgées sont perçues comme un problème. Ce sont les patients qu'on a le plus de mal à, si vous me passez l'expression, avec beaucoup de guillemets, à caser dans des lits d'hospitalisation, parce que, en dehors des unités dont je parlais, on considère qu'ils présentent une certaine lourdeur dans des services qui sont déjà sous-dotés en moyens humains et moyens techniques. Le fait d'être âgé vient ajouter une lourdeur supplémentaire à des conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles. Donc, il y a une espèce de tri sélectif qui se fait et les sujets âgés en sont souvent victimes. Pour être très simple et très clair, s'il y a un lit d'hospitalisation et qu'on a le choix pour y admettre dans un service de médecine polyvalente ou un service de cardiologie ou un service de spécialité, quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans et quelqu'un qui a 85 ans, qui est grabataire, qui a des troubles cognitifs, les gens admettront plus facilement celui qui est le moins lourd. Et c'est compréhensible, même si c'est fait au détriment du patient. En fait, l'épidémie de Covid n'aura fait que rappeler ou remettre à l'actualité, au goût du jour, les faiblesses du système de santé que vous connaissez, que vous décrivez depuis des années. Bien sûr, bien sûr. Ça, on entend depuis de nombreuses années bruire les rumeurs de réformes pour la prise en charge de la dépendance en France, la création d'un 5e risque, pour développer les moyens d'accueil des personnes âgées, améliorer la qualité du maintien à domicile, améliorer la qualité de la prise en charge médicale dans les établissements pour personnes âgées dépendantes. Eh bien, le Covid a été un révélateur que le fait de ne pas avoir réglé ces insuffisances connues depuis de très nombreuses années a eu comme conséquence probablement une surmortalité des sujets âgés. On est en train de discuter, on a lancé le Ségur de la santé qui vient de commencer ces discussions. Vous espérez quelque chose de cette concertation sur la prise en charge, l'accompagnement des personnes et de la politique du grand âge, et vous attendez peut-être des moyens suffisants? Alors moi, il y a quelques mois, j'écrivais dans Le Monde encore une tribune où j'appelais un Grenelle de la santé. Donc ce sera un Ségur, très bien, très bien. Je ne suis pas sûr que la politique de la prise en charge du sujet âgé soit dans les priorités du Ségur de la santé.
Les discussions semblent plutôt s'engager autour de la revalorisation à juste titre des carrières des personnels hospitaliers, des personnels de soins, notamment les personnels paramédicaux qui sont traités d'une manière indigne, sur la gouvernance des hôpitaux, ce qui est aussi extrêmement important mais qui sera plus difficile à modifier, sur les moyens qui vont être donnés aux hôpitaux pour favoriser leur expansion, le maintien d'un système de services publics de qualité partout en France. Et je ne crois pas avoir entendu beaucoup parler de la prise en charge des sujets âgés. Ouais. Sur les moyens, vous préconiseriez-vous, si on vous demandait votre avis sur ce Ségur, sur les moyens pour les personnes âgées pour les personnes âgées, oui, toujours. Moi, je pense qu'il faut augmenter de manière significative le niveau de médicalisation dans les EHPAD. Il n'est pas normal que des patients très dépendants, souvent polypathologiques, qui vivent dans des EHPAD, ne puissent pas bénéficier de soins médicaux et paramédicaux de qualité. Il y a des médecins, docteur, des médecins qui sont... Il faut imaginer ce que c'est que la médicalisation d'une maison de retraite. Sauf pour les quelques exceptions de maisons de retraite qui ont des médecins à demeure salariés, les patients qui sont des résidents des EHPAD sont tributaires de la disponibilité du médecin généraliste. Or, tout un chacun sait qu'il y a une pénurie de médecins généralistes, donc un grand nombre de patients en EHPAD n'ont plus de médecins traitants. D'autre part, la suractivité des médecins généralistes qui sont débordés en ville font que la visite classique que pouvait faire le médecin généraliste quand un patient avait des problèmes en EHPAD n'est plus possible aujourd'hui dans la plupart des cas. Et donc, il reste pour les EHPAD deux possibilités, faire intervenir des services de permanence des soins type SOS Médecins, soit de demander une ambulance pour conduire le patient aux urgences pour qu'il soit pris en charge. D'autre part, la sous-dotation en infirmières dans les EHPAD fait que des soins qui pourraient être menés dans une EHPAD ne peuvent pas avoir lieu, notamment la nuit, puisque dans la très 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 grande majorité des EHPAD, il n'y a pas d'infirmière de nuit, et ce point doit être corrigé avec une grande urgence, parce que ça impose des hospitalisations, ça impose des transferts aux urgences. Le secteur du grand âge est très consommateur de main-d'œuvre. Il y a tout un lot d'emplois, qualifiés ou non qualifiés, qui sont à pourvoir, et des besoins qui sont non satisfaits, qui ne demandent qu'à l'être, à condition qu'on puisse les financer, à condition qu'on puisse mettre des personnels formés avec une formation de bonne qualité en face de ces emplois vacants. Et le besoin ne fera que croître dans les années qui viennent, compte tenu de l'évolution de la pyramide des âges. C'est aussi, il faut voir aussi l'entrée dans le marché de l'emploi du grand âge comme une chance d'insertion pour des gens qui sont en déshérence, qui trouvent pas forcément une voie professionnelle ou qui ont été écartés de l'emploi. Et si on avait le courage de les prendre en main, de les reformer et de leur donner une chance, cela peut servir de marchepied pour une évolution vers des métiers différents du système de santé, soit du médico-social, soit du système de santé. Là, il y a tout le champ de la VAE, qui n'est pas appliqué, qui permettrait que des gens qui ont travaillé un certain nombre d'années dans le secteur du grand âge puissent, par le biais de la VAE, accéder à d'autres métiers plus valorisés. Il y a une réelle réflexion à mener sur les emplois autour de la personne âgée, puisque on sait que par nature, aujourd'hui, ce sont des emplois qui ne sont pas forcément toujours reconnus, ni financièrement, et qui ne demandent pas une formation particulière. Tout à fait. C'est la même problématique que les emplois dits manuels en France, qui sont peu valorisés. Pourtant, ils sont extrêmement utiles, et on l'a d'ailleurs vu d'une manière singulière pendant cette période du Covid-19. On aura sans doute l'occasion de revenir à la fin de cette concertation dite Ségur de la santé sur peut-être les décisions qui seront prises quant à la réorientation de la politique du grand âge, si vous voulez bien, Dr Sefessi. Je vous propose d'aller évoquer les 2 ou 3 autres points que je vous suggérais. Quelle est votre réaction, et pas forcément dans l'ordre d'intérêt, il a été la prime aux soignants, aux professionnels de santé ne sera finalement pas versée au personnel qui exerce dans les hôpitaux privés. Qu'en pensez-vous? Je considère que c'est une offense. Tout simplement, puisque je ne vois aucune raison valable d'établir une distinction entre des personnels qui ont soigné avec tout autant de dévouement, tout autant de compétences et tout autant d'engagement les patients atteints de l'infection par la Covid-19. Alors, la structure juridique de l'établissement dans lequel ils exercent n'a rien à voir avec leur mérite, et je trouve que c'est une forme de discrimination qui est très très maladroite et très malvenue, et je ne doute pas que les autorités de santé corrigent rapidement ce point sous peine de créer un précédent fâcheux pour l'avenir. Il existe un certain nombre d'établissements privés, que ce soit à but lucratif ou à but non lucratif, comme celui dans lequel j'exerce d'ailleurs,
qui fonctionne sur le modèle, pour ce qui concerne les établissements à but non lucratif, sur le modèle des hôpitaux publics, ne cherchant pas à faire de gains et avec un dévouement et un engagement aussi grand que les hôpitaux publics, et dont on ne peut pas considérer qu'ils rendent une mission de service public quand on en a besoin et qu'ils ne la rendent pas quand il s'agit de les récompenser. C'est une manière malheureusement très maladroite de créer encore le schisme entre les personnels, les professionnels de santé qui exercent dans le public et le privé, si tant est qu'il y en ait vraiment besoin. Je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt sur la recherche d'une convergence des actions, d'une convergence des moyens, d'une convergence des pratiques et de s'unir pour essayer de sauver notre système de santé qui, naguère, fut un des meilleurs au monde. Et je ne crois pas qu'il y ait lieu de créer des dissensions à l'heure actuelle. Les deux derniers points que je voudrais aborder avec vous tournent autour de mesures qui ont été adoptées hier, me semble-t-il, à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas pour vous déplaire, j'imagine, le statut particulier pour les enfants des professionnels de santé décédés des suites de la Covid-19. Vous êtes content de cette décision ? Bon, écoutez, c'est un point sur lequel je m'étais engagé puisque j'avais lancé une pétition justement pour qu'on accorde le statut de pupille de la nation aux enfants de soignants, le président lui-même avait parlé de guerre. Donc le statut de pupille de la nation me semblait parfaitement adapté pour ce que j'appelle les orphelins du Covid. C'était bien la moindre des choses de ce que pouvait faire la nation, en reconnaissance pour tous ces gens qui se sont engagés et qui ont payé du sacrifice suprême, comme on a coutume de le dire chez les militaires, les services qu'ils ont rendus à la nation, à la République et aux Français. La reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle vous inspire quoi ? C'est une chose tout aussi légitime. Si les gens ont contracté une maladie dans le cadre de leur activité professionnelle, il n'y a rien d'étonnant, rien de bien surprenant à ce qu'on reconnaisse le caractère de maladie professionnelle à cette affection, d'autant que certains vont malheureusement garder des séquelles. On sait que les atteintes sévères pulmonaires seront source probablement dans le futur de séquelles à type de fibrose pulmonaire, donc avec des risques d'insuffisance respiratoire. Ceci mérite que la communauté nationale assure une couverture sanitaire et peut-être pécuniaire pour les victimes qui seront dans cette situation. Il y a un point que vous aviez soulevé il y a quelques semaines, au début au plus fort de l'épidémie, la reconnaissance des médecins étrangers sur le front, pour lequel aujourd'hui, malheureusement, vous n'avez aucun retour, aucune réponse du gouvernement. Pour l'instant, ça n'apparaît pas comme dans les priorités nationales. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'injustice et la discrimination et je ne vois pas pourquoi on pourrait utiliser des gens pour leurs compétences et rester sur le paradigme qu'ils ne sont compétents que quand on a besoin d'eux et qu'ils sont beaucoup moins quand il s'agit de reconnaître leurs valeurs et de leur donner des droits égaux à ceux de leurs autres confrères. Cela me choque énormément et j'espère qu'on va avancer d'un point de vue législatif, c'est urgent, pour proposer une voie de légitimation, de régularisation pour ces praticiens qui ont des compétences avérées, qui ont rendu des services à la nation et qui continueront d'en rendre, quand bien même on ne les reconnaîtrait pas, puisque les hôpitaux ne peuvent se passer d'eux. Dernière question, Dr Seyfessine, avant de vous laisser retourner back à vos occupations. La situation aujourd'hui, par exemple, dans votre hôpital, le calme est revenu, pourrait-on dire ? Alors, le calme n'est pas revenu, mais le calme n'est pas revenu pour d'autres raisons que celle d'un nombre important de cas de Covid. Le nombre de cas de patients infectés est en constante décrue. Les tests que l'on pratique sur les patients entrants reviennent tous négatifs, ce qui est très rassurant pour l'instant. On est encore dans cette phase de transition où on est certain de rien, mais le calme n'est pas revenu parce que, bien écoutez, on a la surprise de voir réapparaître nos patients habituels avec nos difficultés habituelles et on recommence à avoir des problèmes de lit, d'autant que pour des mesures de précaution, on est contraint de n'hospitaliser qu'en chambre seule, ce qui réduit le nombre de lits disponibles dans les établissements de santé et fait que la problématique habituelle de casage des malades est un peu plus grande. Alors on espère revenir à la normale pour pouvoir récupérer notre volant de lit habituel et reprendre nos activités et rendre service de nouveau à nos chers patients. On va espérer que ces questions seront abordées pendant le Ségur de la santé, la problématique de fermeture de lits, entre autres, et difficultés de recasage. Oui, tout à fait. Je pense que ce mouvement constant auquel j'ai assisté dans mes 20 ans de carrière hospitalière de fermeture chronique, continue, justifiée par nos technocrates en ce qui concerne leur bien fondé, va s'infléchir et qu'on va repartir en arrière.
il n'est pas décemment admissible que l'on ne trouve pas des lits pour des patients qui en ont cruellement besoin. Donc, il faut réouvrir des lits et ça, c'est indiscutable et indispensable. Merci beaucoup, docteur Sefossi. À votre service.